Bienvenue, vous écoutez Watt FM, la radio 100% urbaine, il est 14h. Tous les samedis, Mariam Tougma donne la parole à ceux qui portent nos espoirs. Organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, associations caritatives, acteurs au développement. Les voix citoyennes, c'est tous les samedis sur Watt FM de 14h à 15h sur la radio 100% urbaine 100.8 FM. Des voix citoyennes. L'écho de nos préoccupations. Ether production on the beat. Bonsoir à tous, bienvenue sur Watt FM, vous écoutez la 100.8, la radio 100% urbaine, merci de votre fidélité. Nous sommes samedi, c'est le 6 août 2016 aujourd'hui, bienvenue à cet autre rendez-vous de Voix citoyenne, votre hebdomadaire qui donne la parole à ceux qui portent nos espoirs. Nous recevons aujourd'hui Moumouni Pograwa, l'une des têtes de proue de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Il est le coordonnateur du N23, mouvement issu de la société civile burkinabé évoluant en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Mariam Tougma devant ce micro avec vous jusqu'à 15h, une heure donc pour tout savoir sur ce mouvement, l'historique du N23, son parcours, ses luttes, ses relations avec les organisations de la société civile du Burkina, ses relations avec la transition, le vote de la diaspora, la carte consulaire, la maison du Burkina, sans oublier le 5e sommet de traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Moumouni Pograwa, bienvenue sur ce plateau de Watt FM et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La dernière fois que vous étiez à Ouagadougou, je pense que Watt FM n'émettait pas encore. Nous avons juste 2 mois aujourd'hui pour ce qui concerne le début de nos programmes. Pour ceux qui ne le savent pas, le lancement de nos programmes, c'était le 6 juin dernier. Appréciation, Moumouni Pograwa. Ben, écoutez, moi je suis très honoré, n'est-ce pas, d'avoir reçu l'invitation de votre radio et je suis très chanceux parce que j'arrive dans vos studios aujourd'hui. Ça fait 2 mois que vous êtes ouverts, que vous émettez, donc vous avez bien entendu reçu beaucoup d'invités et je pense que je suis le plus chanceux parmi eux tous, donc tant mieux. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là et félicitations, n'est-ce pas, aux promoteurs de cette radio, félicitations à tous ceux qui travaillent dans cette nouvelle radio. Et depuis que je suis à Ouagadougou, je fais un peu le tour, je vois que votre radio est très bien écoutée, félicitations et beaucoup de courage à vous. Merci. Watt FM, voix citoyenne numéro 4. Première question pour parler comme l'autre. Commençons par le commencement. Qui est Moumouni Pograwa? Alors, Moumouni Pograwa, c'est un jeune burkinabé, né en Côte d'Ivoire, de père, voilà, burkinabé, originaire de la région, en tout cas de la province d'Ouganzourgou, précisément de Sapaga. Ma mère est de Zorgo et mon père est venu en Côte d'Ivoire dans les années, en tout cas avant les indépendances. Donc, nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire. On a fait nos études, on a grandi. Et après, les études nous ont emmenés ici au Burkina, ou en tout cas quelques années. Après, on est parti en Côte d'Ivoire, où on est installé maintenant. On fait nos affaires dans les entreprises. Et voilà, c'est aussi un chef d'entreprise, un opérateur économique, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un fils, pour ne pas dire un élément, un produit de la société civile. On essaie en tout cas d'apporter notre contribution au niveau de la société civile de la diaspora pour que nos compatriotes qui sont hors du Burkina puissent vivre dans les pays en tout cas qui les accueillent en bonne intelligence avec ces personnes-là et qu'ils se portent mieux. Moumouni Pograwa, coordonnateur du N23, le mouvement est né quand? D'où est venu le déclic? Quelles sont les circonstances de la création du N23? Alors, d'abord, il faut dire que le N23, le nom souvent fait tiquer un peu. Certains font le rapprochement avec le M23, qui est un mouvement, voilà,
insurrectionnel au niveau de l'Afrique centrale, mais non, c'est le N23 comme le novembre. Et il faut dire que l'ancien régime avait pris un certain nombre de décisions concernant la diaspora. Donc, l'ancien programme, un projet de modernisation, n'est-ce pas, non seulement de l'état civil, mais aussi des cartes, n'est-ce pas, d'identité consulaire. Et à l'époque, la décision est partie de Ouagadougou. Et nous avons estimé, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, qu'on ne pouvait pas accepter que des décisions de telle envergure puissent être prises au niveau de Ouagadougou, que nous, on ne soit pas associés. Et voilà que en novembre 2013, le ministre des Affaires étrangères d'alors, Djibril Bassolé, qui venait en Côte d'Ivoire pour faire le lancement officiel de cette opération, a trouvé sur son chemin, en tout cas, un certain nombre de jeunes de la diaspora, d'associations, voilà, qui n'étaient pas d'accord avec l'opération, non seulement parce qu'on n'avait pas été associés, le coût de cette carte était très élevé, la date de validité, on n'était pas d'accord sur la date de validité, sur la qualité même de cette pièce, sur l'opérateur même qui avait été choisi pour mener l'opération. Donc, il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Et malgré qu'on avait interpellé le gouvernement d'alors sur ces questions-là, on n'avait pas été écouté. Et on a compris qu'il y avait, en tout cas, anguille sous roche. Hein, voilà, donc nous, on s'est mobilisés, on est allé faire échec à cette cérémonie. Hein. Je rappelle que c'était une grande cérémonie où il y avait les autorités ivoiriennes, les ambassadeurs, et tout ce monde-là. Mais en tout cas, c'était un mouvement de la société civile, moi en tout cas à la tête. On avait manifesté vraiment bruyamment ce jour-là pour empêcher voilà, le lancement officiel de cette opération. Et effectivement, on a fait échec à cette cérémonie. Donc, voilà que le Djibril Bassolé demande aux leaders, n'est-ce pas, de ce mouvement que j'étais, à venir à la table de négociation. Hein, voilà, donc on me met dans une salle où il y a tous les ministres, les invités, les ambassadeurs. On me pose la question de savoir pour qu'est-ce que j'ai manifesté, pour qu'est-ce que je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai donné mes raisons. Et le ministre de l'Affaires étrangères qui me dit, bon, écoute, il faut vous organiser. On est en négociation, les gens se sont mobilisés, les gens manifestent. Mais je te fais une proposition. Tu sors pour calmer tes jeunes, pour permettre aux invités de sortir et de monter dans les véhicules. Et moi, en retour, je retourne à Ouagadougou, je vais voir le gouvernement et puis on va prendre en compte vos revendications. Donc voilà un peu l'accord qu'on a eu. Mais en même temps, il nous a demandé de nous organiser pour aller, n'est-ce pas, en négociation avec le gouvernement. Donc voilà comment c'est parti. Et quand on est sorti, j'ai calmé les gens et puis on s'est organisé, on a mis sur pied le N23. Voilà. Et c'était un 23 novembre C'était un 23 novembre, voilà. C'était un 23 novembre, le 23 novembre précisément 2013, voilà, où tous ces mouvements, n'est-ce pas, je crois que c'était quand même une fêtière, hein, voilà, où nous sommes rencontrés et on a dit, bon, on met en place cette structure-là, qui sera censé aller négocier avec le gouvernement. Et on met en place cette structure et on dit il faut qu'on donne un nom à la structure, puisque c'est un ensemble de plusieurs mouvements. Donc il fallait qu'on trouve un nom. Donc chaque mouvement voulait qu'on adopte voilà, son nom. Et j'ai dit non, et donc ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai dit, bon, écoute, puisqu'on n'arrive pas à trouver un nom, on est aujourd'hui le combien? On me dit, non, aujourd'hui c'est le 23. J'ai dit, ok, d'accord. On appelle le mouvement du 23 novembre. Et ça coupe tout simplement. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul au N23. Vous avez un bureau composé de combien de personnes? Comment vous êtes constitué? Ben, au N23, on a un bureau de juste 5 personnes. Et donc, initialement, il y avait un président exécutif que j'étais, mais lors de notre assemblée générale, au dernier assemblée générale, on a décidé de laisser l'appellation président, mais mettre un coordonnateur général. Et donc, j'ai été reconduit à la tête du mouvement. Donc, il y a un secrétaire général. Voilà, et puis un trésorier général, il y a une coordonnatrice nationale des femmes, il y a un coordonnateur national des élèves étudiants,
Donc, il faut dire que aujourd'hui, on est quand même, on peut dire qu'on est quand même le plus grand mouvement de la société civile au niveau de la diaspora, parce que sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, on a des coordinations, donc des sections. Je peux aujourd'hui estimer à une quarantaine, en tout cas, de sections. Et on fonctionne comme ça. Est-ce que vous avez une représentation ici à Ouagadougou, au Burkina Faso? Oui, on a un représentant ici qui est en train de travailler à mettre en place une structure, une coordination. Donc, ça est en cours, oui. Okay. Vous avez été réélu pour un autre mandat de 2 ans à la tête du mouvement N23. Pourquoi avoir choisi cette façon de fonctionner? Parce que ce n'est pas habituel de voir un président, un coordonnateur, en tout cas d'une OSC, un leader d'OSC, se soumettre à un vote pour garder ou sauter de sa place. Effectivement, c'est la particularité de N23, parce que je suis un adepte de la liberté. Je suis un démocrate. Je suis, je ne vais pas le cacher, voilà, je fais partie, je suis l'un des milliers, n'est-ce pas, des fils de Thomas Sankara. Je ne cacherai pas que je suis un sankariste pur et dur. Donc, étant donné que Sankara nous a appris un certain nombre de valeurs et nous, on veut être des démocrates. Donc, j'ai voulu faire de ce mouvement un mouvement de démocratie. Parce que vous voyez, en dehors de cette lutte au niveau de la carte consulaire, nous avons mené aussi des luttes aux côtés du peuple, toutes les luttes que le peuple a menées contre le tripatouillage de la Constitution, contre le projet du Sénat. Le N23 a toujours pris part à ces grandes luttes-là. Donc, pour dire que c'est un mouvement citoyen. Donc, quand on dit mouvement citoyen, nous avons un idéal, nous avons une vision. Et je pense qu'on ne peut pas critiquer les gouvernants pour dire qu'ils sont peut-être des dictateurs, ils ne respectent pas la démocratie. Et puis, au sein de nos mouvements, même ne pas faire de la démocratie une réalité. Donc, c'est tout simplement par la volonté du coordinateur que je suis de faire respecter ces règles démocratiques au sein de nos mouvements. Vous savez, nous sommes amenés, nous sommes l'avenir de nos pays, nos différents pays. Et donc, à ce titre-là, il faut déjà que dans nos petites structures-là, on arrive à, n'est-ce pas, à faire en sorte que la démocratie s'exprime. Et comme ça, si jamais l'un d'entre nous venait à vraiment être appelé à la tête d'un pays, déjà, il a fait l'exercice, n'est-ce pas, de la démocratie, de ce que c'est que la démocratie. Il accepte les termes de la démocratie et les règles de la démocratie. Donc, nous, on fonctionne de manière démocratique dans notre mouvement. Moumouni Pograwa, à ce jour, pensez-vous, à travers votre parcours, avoir apporté un réel changement au niveau de la diaspora? La lutte a-t-elle porté aujourd'hui ses fruits? Je pense que je peux répondre par l'affirmative parce que, comme j'ai dit, voyez-vous, le N23 est né, n'est-ce pas, à partir d'un projet tout simplement que le gouvernement d'alors avait initié. Et on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses. On n'était pas écouté puisqu'on était combattu parce que c'était un projet du gouvernement. Et le N23 s'est vu comme le seul mouvement qui s'est dressé contre ce projet-là. Parce qu'à l'époque, vous savez très bien, lorsque vous critiquez le pouvoir du CDP, ça veut dire automatiquement que vous êtes contre Blaise Compaoré. Et vous savez très bien que avant 2014, oser défier le pouvoir Blaise Compaoré étant en Côte d'Ivoire n'était pas donné à n'importe qui. Et je me suis retrouvé dans ce mouvement de contestation unique, en son genre, en Côte d'Ivoire, contre le CDP, contre le Blaise Compaoré. Et ce qui m'a conduit à la tête d'une organisation aussi de l'opposition, parce que c'est grâce à nous que l'opposition aujourd'hui arrive à travailler en Côte d'Ivoire, parce qu'on a travaillé à faire en sorte que l'atmosphère puisse être propice, n'est-ce pas, à d'autres expressions libres. Et étant donné qu'on a contribué aussi, n'est-ce pas, au niveau de toutes les luttes que notre peuple a menées, on voit les résultats aujourd'hui. C'est avec fierté que je peux le dire ici, en tout cas d'avoir contribué, d'avoir participé, d'avoir apporté ma pierre, n'est-ce pas, au changement que notre pays a connu. C'est vrai que ce soit changement ou remplacement, selon... voilà, je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais moi, ce que je sais, moi, je me suis engagé pour qu'on mette fin à 27 ans de pouvoir.
c'est réussi. Je pense que c'est déjà l'essentiel. Pour le reste, c'est ensemble qu'on peut, n'est-ce pas, chacun à son niveau, apporter sa pierre pour que le développement soit une réalité dans notre pays. Parlons toujours des luttes. Quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec les autres OSC au Burkina Faso? Oui, des très bonnes relations. On se connaît tous parce qu'on a contribué. Quand je vous dis qu'on a contribué, c'est effectivement en synergie avec les autres organisations de la société civile au niveau national. Vous savez que le N23 aussi a fait partie de la coordination des OSC, n'est-ce pas? Voilà. En fait, le seul mouvement de la diaspora qui fait partie de cette coordination, avec le ballet citoyen, avec le CAR, avec d'autres mouvements. Et donc, nous sommes en de très bons termes. Tous ces leaders-là, ce sont des amis, nous nous connaissons très bien. On se consulte et on se parle et vraiment, on coordonne en tout cas nos activités. Et voilà, pour confirmer cela, il y aura une signature d'une convention bientôt avec le Burkina International et le N23. Tout ça pour dire que... Haruna Kaboré, voilà, que je salue au passage, pour dire que nous sommes vraiment de très bons termes avec nos amis des autres OSC au niveau du Burkina. Il va s'agir de quoi, si on peut être indiscret? Je laisserai le soin à Haruna Kaboré d'expliquer. Mais la convention sera signée entre vous deux? Ben oui, je pense que ça va. Il est fort probable qu'on signe la convention ici 2 ou 3 jours. Je suis sûr que vous allez être invité à la cérémonie. Donc vous êtes à Ouaga pour ça? Je suis à Ouaga, entre autres. Voilà, pour ça, voilà. Et qu'en est-il de vos relations avec l'organe de la transition qui a succédé à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014? Oui, nous avons eu de très bonnes relations parce que vous savez très bien que nous, on a contribué, n'est-ce pas, à la mise en place de la transition. Hein, et étant donné que nous sommes je n'ai pas dit des révolutionnaires, mais nous avons fait la révolution avec notre peuple, aux côtés de notre peuple. Nous sommes des résistants. Nous sommes des insurgés, donc à ce titre-là, nous avons contribué à mettre en place la transition. Et on ne pouvait pas faire autrement que de soutenir la transition. Et vous savez très bien que la transition n'avait pas forcément d'amis, n'est-ce pas, dans les autres pays. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire était vue comme un précaré de l'ancien régime et c'était difficile pour la transition de faire passer, en tout cas, son message au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous, on a joué ce rôle-là, on a joué ce rôle au niveau de la diaspora, expliquer le bien fondé de la transition, expliquer pourquoi est-ce qu'on soutient la transition. Et vous savez très bien que on était condamnés à soutenir la transition parce que si la transition échouait, nous insurgés, on aurait échoué. Parce qu'on a contribué à créer la situation, il fallait qu'on gère la situation. Et chacun à son niveau. Donc nous, on est restés en de très bons termes avec la transition. On a travaillé ensemble, n'est-ce pas, avec les acteurs de la transition. Si vous vous rappelez, nous avons créé le COSIB à l'époque, le Comité de solidarité internationale pour le Burkina, qui était un mouvement qui allait contribuer davantage à aider la transition, à supporter, n'est-ce pas, les charges, n'est-ce pas. Bien vrai que on s'est heurté à une adversité pas possible, le projet n'a pas pu aboutir, mais quand même, on a eu la volonté de bien faire. Dans tous les cas, on est resté vraiment de très bons termes avec la transition. Dieu merci, la transition est finie, il y a eu un nouveau président et je pense que chacun devrait travailler, faire en sorte que notre pays sorte de la situation, la situation difficile que notre pays vit actuellement. Et c'est ensemble qu'il faut reconstruire notre pays. Justement, le COSIB, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a eu vent du lancement officiel et ensuite plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit tantôt, la diversité était énorme. Voyez-vous, lorsque nous avons réussi à faire échec au projet de l'ancien régime, donc à faire partir de l'ancien président et qui s'est réfugié à Abidjan, il fallait être un peu fou, entre guillemets, pour penser que un pays comme la Côte d'Ivoire, où l'ancien régime a confectionné, a fabriqué des milliardaires, je ne vous le cache pas, voilà, c'est un pays qui regorge beaucoup d'opérateurs économiques financièrement assis, voulus, n'est-ce pas, par l'ancien régime, donc fabriqués par l'ancien régime, donc qui sont redevables à l'ancien régime. Donc,
ils ont trouvé que c'était inconcevable que nous, en tant qu'insurgés, on mette fin au régime de Blaise Compaoré et qu'en même temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, on cherche à faire cotiser la diaspora pour soutenir la transition. Donc, vous voyez, donc on s'est heurté à cette adversité qui était énorme. Voilà ce qui a fait échouer le projet. Mais toujours est-il qu'on a eu vraiment envie de bien faire. Et la transition à l'époque nous avait soutenus. C'est vrai que ça n'a pas abouti parce que l'adversité était vraiment énorme et on n'a pas pu, voilà, le projet n'a pas pu survécu à cette adversité. En bref, comment vous avez vécu les 30 et 31 octobre à Ouagadougou? Parce que vous étiez là. Hein. Bien sûr, je fais partie de... c'est vrai que depuis le 30 et 31, je ne parle pas beaucoup de... Voilà, de cette période, de ce que j'ai pu apporter, de ce que j'ai vécu. Je vois que vraiment beaucoup de jeunes exultent partout dans la presse, sur Internet, voilà, se réclament ceci, cela. Mais bon, écoutez, moi, j'ai apporté ma contribution parce que j'avais une conviction ferme. Je pensais que notre pays avait besoin de ce changement-là. Et personne ne m'a appelé à la résistance, personne ne m'a appelé à l'insurrection. Nous, on a commencé notre insurrection depuis plusieurs années avant, hein, depuis 2011. Et je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore ici, mais pour vous dire que nous avons vécu ces 2 jours-là comme tout Burkinabé qui était dans la rue. En tant que leader aussi, on a organisé, on a apporté ce qu'on pouvait apporter pour que entre griffes, le film ait une fin, la fin qu'on a connue. Et donc, c'est vraiment avec fierté que je le dis aujourd'hui. Et je serai très heureux et très fier de dire à mes enfants, à mes petits-enfants, qui, bien sûr, dans les livres d'histoire vont se rendre compte qu'effectivement, quelque chose s'est passé dans notre pays. Je serai fier de dire à mes petits-enfants, oui, en tant que grand-père, j'y ai contribué, j'y ai participé. Et c'est cette fierté-là, pour moi, que je ressens, que moi je vois comme une médaille, comme une reconnaissance. Au-delà des reconnaissances que, en tout cas, le peuple peut faire, mais moi, c'est une reconnaissance personnelle, une fierté personnelle. Et je garde ça pour moi. Je n'ai pas besoin de crier sur tous les toits, voilà, pour que les gens sachent ce que j'ai fait. Mais ceux qui peuvent savoir, qui doivent savoir et qui savent ce que moi j'ai apporté, ils le savent et c'est mieux comme ça. Mais la journée du 31 octobre 2014, vous vous êtes réveillé comment? Quelle émotion? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette foule-là au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne me suis pas réveillé puisque depuis le 28, j'étais là, du 28 jusqu'au 31, je n'ai pas dormi, donc je n'ai pas dormi. J'étais dans la rue, j'organisais, j'étais à la tête d'un grand contingent quand même. Et je peux vous dire ici que si je suis là en train de parler dans le micro, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là aussi et que je ne sois pas parmi les martyrs. Mais c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir contribué, n'est-ce pas, aux résultats qu'on connaît. Même si c'est de manière anonyme, je ne dirais pas, c'est de manière anonyme, mais ceux qui le savent, le savent. Mais je pense que ceux qui ont le mérite qu'on doit saluer, c'est ceux qui sont morts, c'est nous martyrs. Et on ne doit jamais cesser de les citer, on ne doit jamais cesser de nous rappeler, n'est-ce pas, de ces jeunes gens qui sont morts, n'est-ce pas, pour une cause noble. Et nous autres qui avons eu la chance et qui avons la chance de vivre aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt parler de ceux qui sont morts, mais pas de ce que nous avons apporté, mais il faut plutôt parler de ceux qui ont payé le sacrifice suprême. Je pense que c'est de ça qu'il faut parler, mais pas de ce que nous avons fait comme exploit. Et je pense que certains leaders gagneraient vraiment à mettre un peu d'eau dans leur vin en parlant plus de ceux qui sont morts que d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont apporté. Je le disais tantôt, hein, vous êtes à Ouaga depuis seulement quelques jours. Depuis votre arrivée, il y a de cela... disons 3 jours, hein, 3 jours oui. Par là. Vous êtes reçu en audience par certaines autorités, entre autres le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, le vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benouende Sankara. Dans quel ordre s'inscrit ces visites? Alors, il faut dire que vous savez très bien qu'il y a le 28 passé, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, était à Yamoussoukro. Lors du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération qui lie nos deux pays. Et vous savez très bien que ça a été une occasion, en tout cas pour le chef de l'État, de rencontrer sa communauté. Et nous, étant leaders
n'est-ce pas, le plus grand mouvement de la société civile, il fallait qu'on se mobilise. Il fallait qu'on se mobilise pour démontrer aux yeux du monde que celui qui vient, n'est-ce pas, à Yamoussoukro, qui est aujourd'hui le président du Faso, est le président de tous les Burkinabés, quel que soit là où il se trouve. Et ça aussi, c'était l'occasion pour nous aussi de démontrer l'attachement que nous avons envers notre mère patrie. Et je voulais saluer ici aussi tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire qui ont entendu nos différents appels, n'est-ce pas, à la mobilisation, et qui se sont mobilisés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour témoigner, n'est-ce pas, cette reconnaissance au chef de l'État du Faso et au président Alassane Ouattara, qui ont compris que, en définitive, les relations, surtout ce qui unit les deux pays, est plus énorme et plus intéressant que ce qui doit nous diviser. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis à Ouagadougou, parce que le chef de l'État a eu à prendre un certain nombre d'engagements devant nous, entre autres, le vote des Burkinabés de l'étranger, entre autres, la question même de la maison du Burkina. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a une polémique autour. On va y revenir. Voilà, donc, et surtout même le vote des Burkinabés de la diaspora. Donc, le chef de l'État a affiché sa volonté ferme à faire en sorte que 2020 soit l'année où la diaspora va enfin voter. Donc, moi, en tant que leader de la société civile, je suis venu rencontrer toutes ces autorités. En tout cas, tous les maillons, le maillon essentiel chargé d'organiser et de mettre tout le mécanisme en place pour que cette annonce du chef de l'État soit une réalité, mais pour me rassurer qu'effectivement la volonté politique affichée est partagée par tout le monde. Mais je suis très content de voir que tous ceux que j'ai rencontrés, ceux que vous venez de citer, et apparemment ils sont dans la même disposition d'esprit de faire en sorte que 2020 soit une réalité, donc le vœu de la diaspora soit une réalité. Donc je voulais saluer au passage toutes ces personnalités qui vraiment promptement ont accepté de m'accorder ces audiences-là et m'ont écouté avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que c'est la diaspora qui gagne, c'est notre pays qui va gagner, parce que si la diaspora doit contribuer efficacement au développement de notre pays, il va commencer d'abord par la reconnaissance de leurs droits, qui est ce droit élémentaire, mais primordial pour chaque citoyen de pouvoir participer au choix, n'est-ce pas, des dirigeants de leur pays. Le 5e sommet de traité d'amitié et de coopération, vous en parlez, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, débuté le 25 juillet dernier, s'est achevé le 29 juillet. La maison du Burkina, une question également au cœur des entretiens au TAC. Quel est l'état actuel des travaux de construction, s'ils ont démarré? Alors, pour être honnête avec vous, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis l'un des leaders de la communauté en Côte d'Ivoire. Je vois dans la presse qu'il y a eu la pose de la première pierre. Lorsque je passe au plateau dans mes affaires, je vois un bâtiment qui sort. Je vois notre ministre des Affaires étrangères chargé des Burkinabés de l'extérieur faire des visites. J'ai jamais mis pied, n'est-ce pas, sur le chantier. Parce que je suis occupé à autre chose concernant ce même problème-là. Vous savez très bien que c'est un projet qui date il y a plusieurs années de cela. Et l'ancien régime avait initié ce projet en comptant sur la participation de la diaspora pour que ce projet soit une réalité. Donc depuis 20 ans, pratiquement, nos parents ont cotisé. Nous avons cotisé 1500 francs par Burkinabé pour que ce projet voit le jour. Et durant tout ce temps, nous avons cotisé et on a été surpris de nous rendre compte que lorsque aujourd'hui on dit que le projet est en train de démarrer, les bâtiments commence à pousser. Et en même temps, le gouvernement qui dit que l'argent qui est utilisé est issu des caisses non seulement de l'État, et puis des partenaires. Nulle part, on ne dit que la diaspora a cotisé. Donc là, ça nous a créé un tic. On a été surpris. Donc on a cherché à comprendre, donc en interpellant notre consulat, notre ambassade, mais silence total.
on nous dit que non, il n'y a pas de point à faire. Et nous sommes dit, en tant que société civile, il est de notre devoir de prendre nos responsabilités. Donc nous avons posé une plainte, nous avons saisi la SCE du professeur Ibriga, que je salue ici d'ailleurs, que vous avez rencontré bien que j'ai rencontré. Et officiellement, nous avons déposé une plainte avec toutes les preuves à l'appui. Et il nous a répondu pour dire que notre plainte était recevable. Alors, le gouvernement a été saisi, le Premier ministre a été saisi, et ils ont dit que non, qu'ils n'avaient pas de problème, qu'ils allaient commander des audits pour comprendre et pour savoir où est-ce que tout cet argent est rentré. Et tenez-vous bien que le ministre des Affaires étrangères lui-même, à la télévision nationale, a effectivement avoué qu'en prenant la tête de ce ministère, et effectivement s'est rendu compte qu'il y a eu des milliards qui ont été cotisés par nos compatriotes, mais il ne sait pas où l'argent est rentré. Donc, si le ministre lui-même dit cela, ça veut dire que ça nous conforte dans notre démarche. Et je pense que le gouvernement est dans de bonnes dispositions pour que, à la rentrée prochaine, les auditeurs du gouvernement déposent leur valise à Abidjan pour qu'on sache effectivement où cet argent est rentré et qui a disposé de cet argent. Merci Moumouni Pograwa. On va marquer une pause publicitaire et puis on revient pour la suite de Voix citoyennes. Stop! Stop! C'est la pub sur Watt FM. Stop! Stop! C'est la pub sur Watt FM. Le meilleur, c'est sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Tous les samedis, Mariam Tougma donne la parole à ceux qui portent nos espoirs. Organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, associations caritatives, acteurs au développement. Les Voix citoyennes, c'est tous les samedis sur Watt FM de 14h à 15h sur la radio 100% urbaine, 100.8 FM. Les Voix citoyennes. L'écho de nos préoccupations. Voilà, toutes nos excuses à nos différents annonceurs. La pub, ce sera après l'émission. Si vous venez de nous prendre en route, vous écoutez Voix citoyenne, votre hebdomadaire, tous les samedis entre 14h et 15h. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Moumouni Pograwa, coordonnateur du mouvement N23, une OSC, pour ne pas dire l'OSC burkinabé évoluant en Côte d'Ivoire. Moumouni Pograwa, nous sommes de retour en studio. Alors, l'une des raisons de la création de votre mouvement, pour ne pas dire la raison même de la création, c'est la baisse du prix de la carte consulaire. Où en êtes-vous? Le prix a baissé. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est vrai que c'est le coût élevé, n'est-ce pas, effectivement, de cette carte. Mais c'est, bien entendu, la question même de l'opérateur qui nous a posé problème. Vous savez, quand je parle de l'opérateur, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, il s'agit d'une société qu'on appelle Schneider, qui est une société détenue par un ancien ministre du président actuel, donc en l'occurrence le ministre Adama Bitogo, qui n'est plus dans le gouvernement ivoirien, bien entendu, qui n'est plus dans le gouvernement ivoirien, qui a été sauté parce qu'il y avait un doute, n'est-ce pas, sur sa moralité. Et je ne peux pas comprendre qu'un ministre, en même temps affairiste, en même temps homme d'affaires, en même temps chef d'entreprise, est sauté d'un gouvernement pour moralité douteuse. Je ne peux pas comprendre qu'une telle personne, on puisse confier un tel projet, n'est-ce pas, à une telle société. Je ne sais pas sur quelle base ce opérateur a été choisi. Et ça nous a posé problème. Non seulement ça, le choix de l'opérateur. Aussi, la date de validité. Tenez-vous bien, à l'époque, lorsqu'il y avait la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous connaissez très bien cette histoire où nos parents ont été humiliés, vilipendés, maltraités. Et la carte consulaire, de séjour était à 5 000 francs par an. Après 15 000 francs, après 35 000 francs. Mais malgré que c'était à 5 000 francs, on a aligné nos parents. Nos parents dormaient, nos mamans accouchaient, n'est-ce pas, dans des violons.
Parce que les parents n'arrivaient pas à obtenir, n'est-ce pas, cette carte. On ne peut pas comprendre qu'après la suppression de cette carte consulaire, pardon, excusez-moi, avec cette carte de séjour, aujourd'hui, les autorités, nos propres autorités, décident d'instaurer une carte consulaire qui doit coûter 10 000 francs. Imaginez-vous, c'est plus pire, plus grave même que la carte de séjour. Vous comprenez? Donc, mais la carte de séjour à ces derniers jours était à 35 000 francs. Mais bien sûr, à 35 000. Mais je vous dis, au début, c'était à 5 000 francs. Voilà, ça a commencé par 5 000 francs. Et donc, ça nous a posé problème. Qu'est-ce qui a amené le gouvernement d'alors à mettre en place un tel projet? Vous voyez? Donc, il y a d'abord le coût élevé de cette carte, le choix de l'opérateur et la date de validité. Tenez-vous bien. Les 7 000, enfin c'était 10 000 francs. Quand on a manifesté, ils ont ramené à 7 000 francs. Malgré ça, c'est très élevé. Imaginez-vous une carte qui coûte 7 000 francs et avec une date de validité de 3 ans. Donc, chaque 3 ans, vous êtes obligé de renouveler. Donc, la date de validité cause problème. Donc, non seulement cela, mais aussi la qualité. Voilà, c'est la qualité du document. Non seulement le document n'est pas de bonne qualité, le document n'est pas reconnu par les autorités ivoiriennes, le document n'est même pas reconnu ici au Burkina. Lorsque vous avez votre carte consulaire, en tout cas la nouvelle carte consulaire qui fait polémique aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, vous ne pouvez pas faire d'opération au niveau de certaines banques. Je n'ai pas envie de citer de nom ici, mais même les sociétés de transfert d'argent refusent cette carte. Vous arrivez à l'aéroport, vous ne pouvez pas voyager avec cette carte parce qu'on vous dit que ce n'est pas biométrique. Et pourtant, l'opérateur croit fermement et nous dit que c'est biométrique. Pourtant, ce n'est pas biométrique. Donc, il y a tous ces éléments. On se pose même la question de savoir quelle était vraiment la raison réelle pour laquelle l'ancien gouvernement a instauré, n'est-ce pas, cette opération. Et c'est après qu'on a compris que c'était en prélude, c'était en préparation des élections en prélude des élections de 2015, l'ancien régime avait choisi cet opérateur qui n'est rien d'autre qu'un ami de régime. Et donc, il était question que les données que cet opérateur allait recueillir à partir de l'établissement de ces cartes-là allaient servir à établir la liste électorale. Donc, par ricochet, les cartes d'électeurs. Donc, déjà, à partir de cet instant, le pouvoir avait la possibilité de manipuler ces données, puisque ces données sont détenues par un opérateur privé qui est de surcroît et leur ami. Alors, donc, c'est ce que nous avons compris rapidement et on a interpellé les autorités pour dire non, on avait un problème avec l'opérateur. Tenez-vous bien que lorsque le Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, devait faire le lancement, j'ai eu l'occasion de le dire en face de l'opérateur lui-même, devant les autorités, devant les ministres, quand ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je reprochais à l'opérateur? Et je lui ai dit en face, monsieur, on a un problème avec vous, parce qu'on ne peut pas concevoir que pour organiser des élections, on a besoin que tout ce qui va être mis en œuvre comme opération, ça soit consensuel. Vous avez été choisi par un gouvernement, ça n'a pas été par appel d'offres. Donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui sous-tend, n'est-ce pas, cette opération. Donc, on a un problème avec vous. Non seulement ça, deuxièmement, il y a le coût de la carte, il y a la qualité de la carte. Donc, c'est un peu tout ça qui vraiment a fait en sorte que il y a eu un problème au niveau de cette opération. Moumouni Pogawa, vous voulez que la carte soit aujourd'hui à combien? Et puis, la date de validité, qu'elle soit revue pour combien d'années? On n'a jamais caché, que ce soit depuis la transition, jusqu'à l'arrivée du président Roch à Yamoussoukro il y a quelques jours, on leur a toujours dit que nous voulons tout simplement qu'on aligne les prix, en tout cas le prix de cette carte consulaire, la date de validité, sur tout simplement ce qui se passe au Burkina Faso au niveau de la CNIB. On connaît les coûts de la CNIB, on connaît la date de validité de la CNIB. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas deux catégories de Burkinabés. Il n'y a pas deux catégories de Burkinabés. Je pense que le chef de l'État, s'il me coûte ou si son gouvernement écoute, vous avez dit à Yamoussoukro que vous avez besoin que la diaspora vienne vous aider à relancer l'économie de votre pays. Je crois qu'il faut commencer d'abord à reconnaître nos droits. Si vous reconnaissez déjà ce droit, si vous nous rétablissez dans nos droits,
et que vous fassiez en sorte que le Burkinabé de la diaspora ne se sente plus comme exclu ou comme un Burkinabé de seconde zone, vous allez voir que naturellement... Vous vous sentez Burkinabé de seconde zone? Je ne me sens pas Burkinabé de seconde zone, mais j'ai eu à un moment donné l'impression qu'on me considère comme un Burkinabé de seconde zone. Donc, c'est un peu ça la nuance. Okay. Donc, mais je suis un Burkinabé 100%. Et je voudrais qu'on me reconnaisse comme tel. C'est pourquoi on se bat pour que le vote de la diaspora soit une réalité en 2020. Je voulais féliciter le chef de l'État, en tout cas qui a pris des engagements. Mais je vais en même temps lui dire, on est sceptique. Tant qu'on n'a pas vu, vraiment, je suis désolé, on attend de voir des actions, c'est-à-dire des signaux forts, des actions concrètes. Donc, déjà, commencer à mettre en place tout le mécanisme, n'est-ce pas, organisationnel de ces élections. Et 2020, c'est dès aujourd'hui, c'est maintenant qu'on doit commencer à mettre en place. Vous savez, j'ai eu l'occasion de parler avec le président de la CENI. On est d'accord qu'il y a une nécessité de toilettage des textes, donc le code électoral. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, puisque quand on parle de texte, c'est à leur niveau. Et on est d'accord aussi pour dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait un toilettage des textes, il faut que le code électoral reflète la volonté politique du nouveau gouvernement de faire du vote de la diaspora une réalité en 2020. Donc, c'est un peu ce travail que je suis venu faire. Dieu merci, j'ai rencontré des personnalités qui sont engagées, en tout cas dans ce sens-là. Et j'espère que le chef de l'État, en tout cas il a promis à Yamoussoukro qu'il allait prendre toutes les dispositions pour rassurer tous les partenaires, pour rassurer tous ceux qui interviennent et qui interviendront dans le cadre de ces élections à venir. Donc, il faut rassurer l'opposition. Nous, en tant que société civile, nous allons jouer notre rôle de j'allais dire d'impartialité, parce qu'en tant que société civile, on doit apporter notre contribution en termes de sensibilisation. Vous savez que même les démembrements de la CENI ou de la diaspora, il y a la société civile qui est mise à contribution. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons le souci vraiment de faire en sorte que ces élections à venir-là ne souffrent d'aucune contestation, que les résultats soient acceptés par tous. Je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prendre des décisions consensuelles. Et c'est pourquoi je demande à ce que le chef de l'État et son gouvernement rapidement prennent des dispositions pour que l'opérateur actuellement puisse avoir un œil regardant sur ces éléments-là. Autre chose, dans une interview accordée à un journal en ligne ivoirien, vous disiez ceci en février dernier. Je ne serais pas surpris de la levée du mandat contre Guillaume Soro. C'est une chose qui est effective aujourd'hui. La voie diplomatique a été privilégiée. Tout va bien entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, selon Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères burkinabé. Moumouni Pograwa, quel aurait été l'idéal dans la résolution de cette affaire, selon vous? Vous savez, c'est une affaire qui a deux volets. Il y a effectivement le volet diplomatique, il y a le volet judiciaire. Je pense que sur le volet judiciaire, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le peuple doit savoir ce qui s'est passé. La justice doit faire son travail, sans tenir compte des discours et des injonctions de l'exécutif. Je pense qu'on est clair là-dessus. Nous, en tant qu'insurgés, je pense qu'on a suffisamment démontré aux dirigeants et aux hommes politiques ce que nous voulons faire de notre pays, que ce soit sur le plan de la justice. Et sur le plan diplomatique, l'exécutif est dans son rôle. L'exécutif est dans son rôle de chercher à régler les différends avec d'autres pays sur le plan diplomatique. Et c'est ça, je pense que c'est l'outil même, n'est-ce pas, que notre nouveau monde, en tout cas en termes de démocratie, dans le nouveau système qui gouverne notre monde aujourd'hui, en tout cas dans les règles qui régissent les gouvernements aujourd'hui, d'user d'un certain nombre de moyens, d'où donc la diplomatie, pour régler ces questions-là. Donc l'exécutif est dans son rôle de dire qu'on souhaite régler cette affaire de manière diplomatique. Et si cette formule a porté ses fruits, tant mieux. Et nous, vivant en Côte d'Ivoire, nous avons compris que ça ne pouvait pas être autrement.
Vous voyez la Côte d'Ivoire et le Burkina en train de se faire la guerre? Je ne pense pas. Vous voyez la Côte d'Ivoire et le Burkina cesser leurs relations économiques? Je ne pense pas. Parce que c'est vous-même encore qui allez manifester ici contre vos propres dirigeants parce que vous n'allez même plus avoir accès ni à l'électricité. Vous savez très bien que l'électricité vient de la Côte d'Ivoire. Pratiquement 60% des produits de grande consommation, pour ne même pas dire 70%, viennent de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez le Burkina Faso cesser ses relations économiques avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Donc je pense que le gouvernement a bien fait de privilégier ces voies diplomatiques-là pour que la population puisse continuer à vivre tranquillement, surtout les deux populations. Maintenant, sur le plan judiciaire, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons souhaité, en tout cas nous insurgés, qu'il y ait une séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc la justice doit faire son travail. C'est vrai qu'il y a un débat sur l'impartialité de la justice et sur tout ce qui se passe aujourd'hui, voilà, tout ce qui se dit sur la justice aujourd'hui. Il y a un débat là-dessus, mais je pense tout simplement que la justice doit faire son travail. Je dit il y a quelques jours, lors d'une conférence, à un journaliste qui me posait la question sur ce dossier-là, j'ai dit tout simplement, nous, ce que nous voulons, c'est que la justice communique, la justice explique. Oui, il y a eu levée de ce mandat. Quelles sont les raisons qui ont sous-tendu cette décision? Est-ce la raison diplomatique ou est-ce qu'il y a eu des raisons, j'allais dire, d'ordre juridique? On veut savoir, est-ce que, oui, on a enlevé le mandat parce que Guillaume Soro est innocent sur toute la ligne? Donc, il n'y a pas à poursuivre quelqu'un qui est innocent. On comprend. On a enlevé le mandat tout simplement parce que on ne voit pas notre pays en train de faire la guerre ou bien en train de traîner ce dossier, ou bien il y a eu une injonction de l'exécutif de lever le mandat. Donc, il y a eu délit, donc Guillaume Soro est coupable, mais pour des raisons de paix, de fraternité, de collaboration. De collaboration entre les deux pays, on a jugé qu'il fallait lever le mandat. Donc, il y a eu délit, mais pour ces raisons-là, on a levé. Donc, il faut qu'on sache. Aujourd'hui, le peuple ne sait pas. C'est vrai ou c'est faux? Parce que lui, le mis en cause, il continue de crier sur tout le toit que ça a été un complot. Donc, on ne sait pas la raison pour laquelle ce mandat a été levé. Mais bien entendu que nous, on souhaitait vraiment la lever. Mais je pense qu'on a le droit de savoir pourquoi, les raisons qui ont soutenu cette décision. Je pense que le peuple doit savoir. Donc, c'est deux choses différentes. Voilà. Si vous devez apprécier le nouveau gouvernement pour ces quelques mois, que direz-vous? Beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'individualisme. C'est tout? Oui. Un appel à lancer justement à ce gouvernement? Qu'il y ait des actions concertées, que le gouvernement resserre les rangs. Que le gouvernement, c'est vrai que je n'ai pas fait l'exercice du pouvoir, je n'ai jamais été ministre, mais j'ai eu, en tout cas dans mes affaires, l'occasion de rencontrer certains dirigeants de ce monde. Je suis très jeune, mais j'ai eu cette chance de faire quand même de rencontrer, de côtoyer des hommes de pouvoir, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Et j'ai appris une chose. Dans tous les gouvernements du monde, et soit vous êtes dans un gouvernement, donc il y a la solidarité gouvernementale, ou vous avez des problèmes, vous avez des différends, et puis vous quittez le gouvernement, tout simplement. Mais dans un gouvernement où M. X dit quelque chose ce matin, l'après-midi, un autre ministre dit autre chose, je pense qu'il y a un problème. Comment est-ce que vous voulez rassurer votre population comme ça? Donc je pense que le gouvernement gagnerait à se resserrer les rangs, à faire en sorte que toutes les décisions qu'ils vont prendre puissent être de... J'allais dire, qu'il m'excuse, qu'il m'écoute, hein, il y a un peu trop de populisme dans tout ce qui est mis en œuvre. Je vous donne un exemple.
À Yamoussoukro, le ministre des Affaires étrangères chargé de Burkinabé de l'étranger a annoncé qu'ils étaient en train de prendre des décisions pour créer un certain nombre de consulats généraux et de consulats honoraires. Vous savez que le code électoral actuel dit que si on devait voter, le vote allait se passer que dans les ambassades et dans les consulats. Étant donné qu'il n'y a qu'une ambassade en Côte d'Ivoire, 2 consulats généraux et un consulat honoraire, il n'y allait avoir que 4 bureaux de vote pour pratiquement 4 millions de votants. Vous voyez que c'est impossible. Alors, nous avons sollicité, en tout cas demandé qu'il y ait des créations de d'autres consulats, mais l'annonce a été faite à Yamoussoukro. Nous avons été surpris. Parce que pour nous, ce n'est rien d'autre que du populisme. On ne peut pas créer des consulats généraux, des consulats honoraires, sans connaître même le découpage électoral, n'est-ce pas? Donc, ce qui suppose qu'il fallait procéder par le recensement des Burkinabés de l'étranger. On recense les Burkinabés, puisque, vous savez, je vous dis que, en tout cas, c'est ce que les Burkinabés disent en Côte d'Ivoire. Si vous arrivez dans un village ou dans un hameau et que vous dites bonjour, qu'il n'y a eu personne pour vous répondre, quittez rapidement ce village juste au hameau parce que c'est invivable. Donc, pour dire que dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, il y a un Burkinabé quelque part. Alors, si on ne sait pas exactement, ils sont combien, dans quelle région, dans quelle ville, on ne peut pas déjà commencer à créer des consulats, et des consulats généraux, des consulats honoraires. C'est vrai qu'ils ont fait l'annonce parce qu'ils se disent que c'est ce que nous attendons. Donc, mais je pense que ce n'est pas objectif et nous avons même demandé que nous, en diaspora, société civile, on puisse être consultés de temps en temps. On demande notre avis. Nous connaissons plus le terrain que vous. C'est vrai que vous êtes des ministres, mais nous connaissons très bien notre terrain plus que vous. Donc, pour dire que nous comptons beaucoup sur ce gouvernement-là pour que 2020 soit une réalité. En tout cas, le vote des Burkinabés en 2020 soit une réalité. Nous comptons sur ce gouvernement-là pour mettre tous les mécanismes en place pour qu'au niveau des opérateurs économiques, les hommes d'affaires de la diaspora, on est compté en milliers, hein, voilà, pour qu'on puisse venir investir ici, comme le chef de l'État le souhaite, il faut qu'il y ait un certain nombre de mécanismes qui soient mis en place pour faciliter ce retour au pays. Donc, en dehors de cela, je souhaite vraiment que le gouvernement rassure la population. Parce qu'on a l'impression que les gens ne sont pas rassurés, on a l'impression que les gens, il y a le doute, il y a la crainte, il y a le scepticisme. Je pense que c'est au gouvernement de rassurer ses compatriotes et de vraiment mettre des actions énergiques pour rassurer la population, parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin de vous accompagner, c'est vrai, mais il faut nous rassurer. Voilà, que vous serez à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée par le peuple. Et je ne doute pas sur la bonne volonté du chef de l'État, mais on lui souhaite bonne chance et en tout cas, nous, on va jouer notre partition. Moumouni Pograwa, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour l'avenir ? Je pense que nous gagnerons, en tout cas, toutes les filles, tous les fils du Burkina Faso, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau interne, nous gagnerons à nous mettre ensemble pour faire de notre pays un pays de développement, un pays de paix, un pays de solidarité. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Il ne faut pas croire que en divisant les Burkinabés, nous allons réussir à sortir de la pauvreté. Non, c'est ensemble que nous allons réussir. Et notre rêve, mon rêve, c'est que ici, les 5 années à venir, le Burkina Faso soit compté parmi les pays émergents, même si c'est peut-être une utopie ou un rêve. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Moumouni Pograwa, malgré votre agenda chargé. On rappelle, vous êtes le coordonnateur du N23, organisation de la société civile évoluant en Côte d'Ivoire. Vous êtes l'une des têtes de proue de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce numéro de Voix citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour samedi prochain, même heure, 14h-15h. Même fidélité, 100.8 Watt FM. On a pris du plaisir à être en votre compagnie. Plaisir partagé, on l'espère. Tout de suite, Élise Canuel s'installe pour la FIA. Et moi, je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, lundi, 6h15 pour le journal. Très bon week-end à tous à l'écoute de Watt FM.
les samedis, Mariam Tougma donne la parole à ceux qui portent nos espoirs. Organisations non gouvernementales, organisations de la société civile, associations caritatives, acteurs au développement. Les voix citoyennes, c'est tous les samedis sur Watt FM de 14h à 15h sur la radio 100% urbaine, 100.8 FM. Les voix citoyennes. L'écho de nos préoccupations. Zapoya, Jikofé, Bonheurville, Karpala, Zogona, Nagrin. Watt FM, chez vous, c'est sur la 100.8, la radio 100% urbaine. Monde politique. Reçoit l'officier diplomate Jean-Baptiste Natama. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Jean-Baptiste